Sophie Pouliot de Saint-Isidore-de-Beauce est malentendante depuis sa naissance. On la déclare également invalide à la suite d'un grave accident d'auto. Malgré tout, Sophie a fait son chemin avec succès. Elle a ignoré les pronostics et elle s'est concentrée sur son potentiel. Voici l'extraordinaire histoire de Sophie Pouliot. Je suis née le 1er août 1986 à Québec, dans un quartier Saint-Malo. Je y ai habité environ 1 an. C'est l'âge à laquelle mes parents se sont séparés. Nous sommes, ma mère et moi, allés habiter à Saint-Romuald, où j'ai vécu la majeure partie de mon enfance, primaire, secondaire. J'ai pas eu de frère ni de sœur. Ma mère a refait sa vie, par contre, avec un homme qui aujourd'hui se considère comme mon père. Lorsque j'étais jeune, petite, avant l'âge de 5 ans, on comprenait plus ou moins pourquoi je parlais pas. Je disais des sons, oui, mais pas plus qu'il faut. Quand on avait des jeux à la maternelle, puis je répétais pas, je comprenais pas, mais j'avais l'air de comprendre, puisque je répondais. Mais des mots, des signes. On a fait des tests d'audition pour essayer de comprendre pourquoi je parle pas, mais j'ai l'air de comprendre. C'est difficile à expliquer. Personne ne comprenait. Les audiologistes, il était dire à ma mère, votre fille, elle entend super bien. On voit pas de problème. Mais à l'âge de 6 ans environ, il y a un audiologiste qui a décidé de simplement mettre un papier devant sa bouche. Lui était en face de moi. Il me faisait répéter des mots, mais je répétais rien. Ils ont compris tout simplement ce jour-là que je lisais simplement sur les lèvres. J'entends pas. J'ai une surdité profonde de l'oreille gauche et l'oreille droite, je suis complètement sourde. J'avais l'air de comprendre, mais en réalité, je faisais juste lire sur les lèvres des gens. On n'explique pas encore à ce jour comment j'ai développé ça. J'ai vécu à cause de la surdité dans une grosse bulle. Je parlais très différemment. En fait, actuellement, je suis pas pire, hein. Ça avait l'air d'avoir un accent, mais toute petite, je sautais des mots. Je bégayais un peu. Fait que les amis, ils voulaient tout simplement pas jouer avec moi, juste parce que j'étais différente. Parce que je parlais pas comme les autres. Les enfants, c'est ce que c'est. J'étais isolée beaucoup. J'étais toujours toute seule. Dès l'âge de 7 ans, on a décidé de m'appareiller. À l'époque, j'avais les 2 oreilles en surdité moyenne. Donc, on m'a appareillé, ce qui a fait en sorte que j'ai dû aller au Centre de Louis de la Parole, qui actuellement s'appelle le Centre de réadaptation de Charlebourg, pour apprendre à parler, à reconnaître les sons, parce que toutes des 2 lettres, je les entends pas. Fallait m'apprendre à structurer un mot avec des sons que j'entends pas. Ça allait été de 2 à 3 fois par semaine jusqu'en 6e année qu'il fallait que je me déplace dans cet endroit-là pour apprendre à structurer mes mots, à reprendre un peu un retard qui veut pas, je faisais simplement parce que je suis pas capable de tout comprendre les mots tout le temps. Sur une phrase de 10 mots, je vais comprendre environ 30% des mots. Donc, il me manque de l'information qui fait en sorte que malgré moi, je suis pas l'éducation au même niveau que les autres. Par contre, j'étais dans une école régulière tout le long de mon primaire secondaire. J'ai été suivie par une équipe d'audiologistes, de kinéthérapie, de psychologie, pour faire en sorte que j'aie une équipe sur qui me soutenait et m'épaulait pour traverser à travers le fait que j'étais toute seule dans ma bulle. Les gens, ils m'aimaient pas, ils me parlaient pas. Je faisais rien, là. J'étais juste toute seule dans mon coin. Puis, chaque fois que je parlais un petit peu, à chaque fois, on me disait que c'était pas correct comment j'avais parlé, que le mot que j'avais dit, c'était pas correct, que ça disait comme ça. Fait qu'on me reprenait toujours constamment. Ça fait en sorte que t'arrêtes de parler. Fait que la psychologue était là avec moi pour que le moral, j'aille malgré tout le goût d'être là, de continuer. Vers l'âge de 11-12 ans environ, j'ai assisté à un événement tragique qui s'est passé chez moi. J'étais en choc post-traumatique.
énormément. Sortir de chez moi était devenu très difficile. J'étais suicidaire. Je réalisais que le fait de pas entendre, le fait de pas comprendre, le fait d'être différente des autres, je le voyais comme un problème. Et que je méritais pas d'être ici. Je faisais beaucoup de fugues pour le pont de Québec. Et pourquoi? Simplement parce que c'était proche de la polyvalente où que j'allais. C'était une espèce de milieu de refuge où que je me retrouvais seule au monde. Ça a été des années difficiles. Les gens étaient vraiment pas gentils avec moi non plus. J'ai été persécutée beaucoup. Il y a des enfants que, dès que je passais dans le corridor, ils tiraient le pied. Tout d'un coup, moi, je piquais du nez. Parce que les autres, ils ont décidé que c'était leur façon de me persécuter, d'être sur mon dos. Il y en a d'autres qui m'ont garoché dans l'eau. J'aime pas l'eau. C'est pas pour rien. Avec des appareils, quand tu te ramasses dans l'eau, c'est vraiment pas une bonne chose. Je me retrouvais avec rien comme support. Puis justement, à cause de l'événement tragique, j'ai eu une baisse j'ai passé d'une surdité moyenne à une surdité profonde. C'est presque une perte de plus que 50% par rapport à ce que j'avais. Je me suis simplement réveillée un matin, puis que j'avais comme prothèse auditive fonctionnait pas. Sur le coup, je pensais que c'était juste les batteries qui étaient mortes, si on peut le dire comme ça. Pour se rendre compte que finalement, j'avais subi une perte d'audition à cause de l'événement de choc post-traumatique dans lequel je vis. Fait que tout ce que je vivais, tout ce que je faisais, en sorte que c'était comme une catastrophe. Les gens n'étaient pas gentils avec moi. Moi, je comprenais pas, je n'entendais plus rien. J'avais l'impression de régresser toutes les années de travail que j'avais fait depuis l'âge de 7 ans en réadaptation. J'étais revenue au niveau 0. À l'école, en plus d'avoir le support que j'avais, que je continuais à bénéficier du centre de Louis de la Parole, qui est le centre de réadaptation de Saint-Legault, un éducateur de l'école. Pour une raison, vraiment, même aujourd'hui, je pense avec le recul, il m'a pris sous son épaule. Il y avait une façon différente de faire. J'ai défié son autorité sur toutes les façons pas possibles. Je me sauvais, puis c'était le seul qui partait sur son temps, qui venait me trouver, qui venait s'asseoir à côté de moi, puis il me disait « Qu'est-ce que tu as fait? Parle-moi. » Il me ramenait. On retournait à l'école ensemble. L'enfer de la salle de foot. Il m'a suivi secondaire 1, 2, 3. Il était là. Il m'a tenu la main. Ça allait pas. J'ai consommé. Il venait me chercher. Jamais il me jugeait. J'ai rentré des fois dans l'école. C'est à peine si je me souvenais comment je me suis rendue à l'école, tellement j'étais intoxiquée. Il disait bien. Il me faisait coucher à terre dans son bureau. Le temps que je revienne, que je reprenne mes états d'esprit. C'est la première personne que je voyais tout le temps quand je revenais sur la planète, si on veut. J'ai pu, grâce à son support, à sa bienveillance, continuer tout mon secondaire. J'ai changé d'école pour le 4 et le 5. Il m'a pas suivi jusque-là. J'avais encore une psychologue par un jugement qui a été rendu, qui a fait en sorte que j'avais besoin d'une psychologue. Fallait suivre si je voulais vivre, si je voulais pas rester. Je voulais partir. Là, en secondaire 5, lorsqu'il est venu le moment de rencontrer un orienteur, de savoir un petit peu qu'est-ce que je vais faire plus tard, c'est une femme qui m'a rencontrée. La première chose, sa première réaction quand elle m'a vu, tu parles? Oui, je parle. Oui, effectivement. Elle dit, les sourds, ils parlent pas. C'est vrai. J'ai beaucoup de sourds qui parlent pas, mais j'ai fait une grosse réadaptation pendant plusieurs années pour apprendre à parler comme le mieux que c'était possible. Elle avait absolument aucune idée dans quel domaine que je pourrais aller. Le mieux qu'elle me disait, c'était de me tourner vers des programmes pour les gens avec des handicaps. Pour moi, il n'y en était pas question. J'ai dit non, moi je vais travailler, je sais pas ce que je vais faire, mais on va le trouver. J'ai pris la décision de m'en aller en sciences humaines de base. Puis finalement, je trouvais ça trop vague. Je me suis en allée en gestion comptabilité. J'ai fait mes études, j'ai commencé comme ça.
Mais à l'âge de 18 ans, je suis tombée enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris la décision de le garder. Après la naissance de mon fils, j'ai décidé de continuer mes études en gestion comptabilité à distance pour être capable de concilier famille, travail, études. C'était beaucoup de travail. Je l'ai fait. J'aurais voulu essayer de faire une autre profession aussi au début. Ça a été d'essayer d'être infirmière. C'était tout simplement, il n'y a aucune école qui a voulu m'admettre à l'époque, tout simplement sous prétexte que je pouvais ne pas entendre les codes d'alarme d'urgence. La deuxième option, je voulais être professeur. C'était pas possible non plus, tout simplement, parce qu'ils voulaient me réenvoyer encore à une adaptation pour que je continue encore à travailler sur les petits accents que j'ai pour pas transmettre ça aux enfants. Ce qui a fait en sorte que j'ai continué en gestion comptabilité pour le reste de mon cégep. Mon fils est né, j'allais avoir mes 19 ans en 2006. Donc, mon cours s'était arrêté là. J'ai voulu reprendre le cours, puis comme il n'y arrive rien pour rien dans la vie, le décembre 2007, je suis allée chercher mon fils à la garderie. Et en revenant, il y a une voiture en sens inverse. Les conditions étaient vraiment mauvaises. La personne a dérapé. Elle a carrément, elle s'est ramassée de côté, face à moi. Elle me persécutait à l'avant. La voiture derrière moi, un pick-up, qui me suivait. Lui, s'est pris au dépourvu, m'a rentré dedans. Je me suis ramassée entre les deux voitures, fait un face-à-face. Ma première réaction, on comprend pas encore aujourd'hui comment j'ai réussi à faire ça. J'ai carrément sorti de la voiture, j'ai sorti mon fils de son banc d'auto. Je l'ai protégé. Je suis partie en ambulance. Il devait être 10 personnes en haut de moi. J'avais perdu mes appareils. Je comprenais absolument rien de ce qui se passait. Tout le monde parlait en même temps. Il était convaincu que j'étais plus là. Puis finalement, c'est juste le fait que j'entendais pas bien. Fait que les gens parlaient trop en même temps. Puis j'ai perdu l'usage pendant 1 an, presque, de mes jambes, mes bras. J'ai fait un entorse cervicale, dorsale, lombaire. J'ai dû réapprendre à utiliser mes bras. Simplement porter mon enfant, c'était pas possible. C'est la raison pour laquelle je me suis en allée chez mes parents pendant presque 2 ans pour avoir le plus de soutien possible, qu'ils soient là avec eux, puisque j'allais en réadaptation à tous les jours. Quand j'étais en réadaptation, j'avais un suivi très serré, j'avais une masso, ortho, kiné, une kinésithérapeute, une physiothérapeute, j'avais même un psychiatre, parce qu'on s'entend, c'est quand même un gros accident majeur. Après un certain temps, 1 an, ils savaient plus quoi me donner de plus comme exercice pour que je retrouve plus de capacité physique. J'avais toujours mal à la tête, constamment. Le fait que mon cou a subi un claquage, donc la tête, c'est toujours dans un étau. Ils savaient pas quoi faire avec moi, ils ont donc décidé que pour eux, ils m'avaient donné le mieux qu'ils pouvaient, que j'avais atteint un plateau, que jamais je serais capable de retourner sur le marché du travail, au mieux faire 25 heures semaine. Faire 25 heures semaine, pas travailler du tout, pour moi, c'est carrément inconcevable. C'est l'histoire de ma vie. J'avais 7 ans, j'allais déjà en réadaptation pour apprendre à parler. Ça a été possible. J'ai réussi à déjouer les diagnostics pour ça. Pourquoi ça ne serait pas possible encore pour ma mobilité? Pourquoi je ne serais pas capable de me débarrasser de ma canne puis de pouvoir marcher? Comme j'avais atteint un plateau au niveau de ce qui est recours, ce que la SAC a fait, tout ce qui s'en est suivi, ça a été des démarches que moi j'ai faites au privé, qui a été que j'ai payé pour, que j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille pour faire en sorte que je remarche un jour. Donc j'ai fait de l'ostéopathie. J'ai continué à avoir un psychologue, ça jusqu'en 2015. Parce qu'en plus de mon traumatisme que j'ai eu jeune, veut pas, l'accident en a causé un autre.
ce qui a fait en sorte que j'avais besoin d'un suivi. C'est possible de remarcher un jour. J'ai énormément de travail. L'accident a eu lieu en 2007. En 2011, j'avais encore une canne. En 2011, j'étais pas encore capable de me tenir parfaitement. Mon corps, juste prendre une carte de débit pour payer, mes bras suivaient pas. En 2011, c'était encore comme ça. Ça a pris, je vous dirais, encore une bonne année avant que je réussisse à être stable, à pouvoir marcher sans ma canne. Il y a certaines choses que je peux pas faire. Courir, c'est pas super recommandé pour moi. Mes vertèbres, ils aiment pas trop ça. mais ça reste que j'ai la fierté de pouvoir travailler, d'être indépendante, que ce soit dans mes mouvements, que ce soit financière. Je suis capable de travailler, de subvenir aux besoins de mes enfants. Pendant ma réadaptation, parce que j'aime les défis pour croire, j'ai quand même décidé de suivre un cours en massothérapie. J'ai toujours aimé la proximité avec les gens, la relation. J'aime les gens. Donc, je l'ai faite. C'est plus long que les autres. On s'entend que je marchais pas beaucoup, je bougeais à peine. C'était déjà bon que j'aille à des cours en soir, mais je le faisais quand même. J'aimais ça. J'ai terminé mon cours, puis ensuite, j'ai travaillé en massothérapie à temps plein pendant 4-5 ans. J'ai aimé ça. Très belles années. J'ai eu ma fille qui est arrivée en 2014. Je voulais être là plus souvent avec elle, je voulais être plus proche d'elle, mais il fallait que je travaille. Quoi? J'en avais aucune idée. Puis j'ai un ami qui est venu me voir, puis il me parle, et j'ai une ferme, moi. Il dit, tu serais pas intéressé à travailler avec des animaux, puis à prendre la relève d'une responsabilité. Bon, je connais absolument rien là-dedans. C'est à peine, j'ai un chien, puis c'est tout ce que j'ai soigné comme animal dans ma vie. J'ai dit, là, tu veux me confier une ferme comme ça, là? Il dit, oui. Il dit, je te verrai avec ça. Il dit, t'as un calme, tu sais parler aux animaux. On va y aller. Quand j'ai mis les pieds pour la première fois dans une ferme, puis qu'ils m'ont confié la responsabilité de 325 vaches. J'étais des veaux de lait. J'ai des gens qui sont venus m'aider. J'ai une équipe de techniciens en santé animale qui est venu m'aider, m'a épaulé, m'a montré des trucs. J'ai traîné ma fille 7 jours sur 7 pendant plus que 3-4 ans. Matin et soir, j'avais mon fils qui jouait au hockey. Donc, en 2 trains, j'avais les enfants, mon fils il venait dîner à la maison. J'allais au pratique de hockey avec mes enfants. Mon fils, à travers ça, j'étais toute seule pour maintenir la ferme à flot. C'est une expérience incroyable, d'être avec les animaux, mais d'être proche de ton enfant. Ma petite fille était toujours avec moi. Mon petit gars, tout le temps, sur la terre, le soir, il venait avec moi, il faisait les trains avec moi. Mais j'ai un autre producteur qui est venu me voir et il me dit « J'aimerais ça travailler en production porcine. » J'étais jamais mis le pied dans une porcerie non plus. OK, on va essayer ça. J'ai pris un mois off entre les deux. On s'entend que ça faisait 4 ans que je travaillais non-stop, 7 jours sur 7, des vacances, je sais pas c'est quoi. 5 ans plus tard, je suis encore en production porcine, mais je changerai pas ça pour rien au monde. Donc, suite à ma réadaptation, mon conjoint et moi, on a fait l'acquisition d'une maison à Saint-Isidore, pendant laquelle nous avons formé un couple pendant quelques années. En 2018 environ, on a pris la décision de se séparer, mais j'habite encore dans la maison de Saint-Isidore aujourd'hui. J'ai rencontré Alessandre, la personne qui est là avec moi jour après jour au quotidien pour faciliter. J'ai été très chanceuse de l'avoir comme soutien auprès de moi. On partage tout ensemble, la passion qu'on a. Il est bon pour moi, pour les enfants. On a une belle complicité et on travaille aujourd'hui à construire notre futur qu'on veut avec la nouvelle maison. Encore dans les animaux, parce que les deux, on a une passion commune pour les animaux. En 2020, est arrivée une tragédie, la pandémie.
pour moi. Ça a été quelque chose de très difficile à vivre. J'ai perdu à la suite de cette crise-là ma grand-mère. Plus tard, avec l'obligation du port des masques, j'ai carrément perdu mon autonomie, mon indépendance. C'est pas compliqué, je lis sur les lèvres. Automatiquement, en mettant cette barrière-là, de mettre des masques, les gens cachent carrément leur visage. Donc, ça devient pour moi impossible de comprendre ce qu'ils disent. Tout ce que je faisais de façon autonome au quotidien devient problématique. Je me suis isolée encore plus. J'ai revu toute ma façon de faire. Ça a été très difficile. Autant que ça m'avait jamais vraiment dérangé, l'handicap que j'ai. Mais pour la première fois de ma vie, je devenais handicapée. Je devenais une personne qui comprend pas, qui devient dépendante d'un système que je ne sais pas trop où est-ce que ça s'en va. J'ai eu la chance d'avoir mon conjoint que j'ai actuellement pour m'aider à passer à travers ça. Il est devenu ce qu'on veut, mes oreilles. Parce que je pouvais plus aller nulle part toute seule. Simplement parce que y a des gens qui comprennent que c'est super facile pour eux. Ils vont prendre une distanciation, ils vont baisser leur masque, ils vont avoir un plexiglas. Il y a d'autres gens qui ont zéro compassion à mon égard. Je peux pas aller dans ces endroits-là si je suis pas accompagnée. Il y a 9 ans, on m'avait installé un implant cochléaire parce que mon audition avait baissé encore un petit peu. J'avais déjà un niveau profond. On s'entend que c'est vraiment dans le sol. Mais je me suis dit, à long terme, si jamais j'en ai besoin, il va être là. Donc, j'ai fait installer. Ça fait beaucoup de sons à gérer pour une personne qui a toujours été dans une bulle parce que j'entendais pas certains sons. Là, je me suis ramassée à entendre les oiseaux, les gens marcher, les animaux marcher, la ventilation, tous les petits sons imaginables. Ça me créait des migraines. Ça me créait, j'avais trop de sons à gérer parce que je sais pas c'est quoi les sons que j'entends. Je suis encore en pomme de l'implant cochléaire. Avec toutes les épreuves que j'ai vécues, j'ai compris que il faut savoir apprécier ce qu'on a. Peu importe le problème, il y a toujours une solution. Il y a toujours une façon de faire pour qu'on puisse se sortir de ce qui nous convient pas. C'est toujours possible d'aller plus loin. J'ai appris à vivre au jour, avec le fait que j'ai un handicap positif, oui. Avec le fait que j'ai des chocs post-traumatiques qui m'occasionnent des inconvénients. J'ai aussi la fibromyalgie. Mais chaque matin, je me lève puis je remercie la vie d'être encore là, de pouvoir en profiter, puis que ça vaut la peine. Vraiment. Tout ce que je vois, j'essaie de le transformer en positif. Tout m'émerveille. Tout, vraiment. Sophie Pouliot est devenue une femme radieuse, au généreux sourire qui rend heureux. Elle a su transformer ses jours sombres en jours ensoleillés. Elle peut être fière de ses accomplissements et mérite toute notre admiration. C'est ça la vie.